Nous sommes de retour dans cette édition du 5 mai du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Désolé pour ce petit délai d'attente, mais nous avons toujours nos petits problèmes techniques. Comme convenu et comme promis, eh bien c'est l'heure d'ouvrir notre rubrique l'interview écho avec notre invité Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien, que vous êtes économiste et que vous intervenez régulièrement sur notre plateau. Philippe, hier, la Réserve fédérale américaine a communiqué sa politique, a communiqué sur sa politique. Elle rehausse son taux directeur de 50 points de base, va réduire la taille de son bilan, mais nous explique que pour la prochaine réunion de juin, eh bien, il n'y aura pas d'intervention de sa part sur les taux directeurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah si, il y aura probablement un nouveau tour de vis, mais ça sera 50 points et non pas 75, comme certains membres de la Fed l'avaient laissé imaginer au cas où l'inflation poursuivrait sur sa trajectoire et qu'il faudrait éventuellement muscler encore la stratégie. Donc le fait que monsieur Powell annonce qu'il ne fera pas 75 points ni en juin, ni en juillet, ni jamais, a littéralement euphorisé les marchés. Alors qu'en réalité, donc, on annonce bien que d'ici la fin de l'été, les taux seront probablement à 2%, que la liquidité va commencer à être asséchée à raison de 47,5 milliards par mois et 90 milliards à partir du mois de septembre, jusqu'à réduire la taille du bilan de 3 000 milliards, ce qui signifie que la reprise de liquidité, elle va durer jusqu'en 2025. Si on veut réduire de 3 000 milliards, à raison de 90 milliards par mois, ça nous emmène jusqu'en 2025. Or, le marché, son moteur, sa drogue, sa cocaïne, c'est la liquidité. Voilà. Mais là, hier, le seul fait de dire qu'elle ne fera pas quelque chose, ça suffit à provoquer ce rebond. Curieusement, pendant que le Nasdaq gagnait 3,2%, les taux longs américains ils ne bougeaient pas. On est toujours à 2,95 sur le 10 ans, 3,25 sur le 20 ans, qui constitue avec le 30 ans une des références pour le marché du crédit immobilier. Il ne s'est rien passé sur l'obligataire. C'est Wall Street et c'est les actions qui se sont complètement euphorisées tout seuls, quoi. Parce qu'il y avait une anticipation de hausse de taux plus forte que prévu. Il y a certaines études qui anticipaient 1%, 100 points de base de hausse. Ils n'étaient pas nombreux ceux qui pariaient sur 100, mais les 75, ça pouvait être effectivement une hypothèse. Mais enfin, qu'on se rende compte tout de même que depuis le début de l'année, la reprise des liquidités quotidiennes de la Fed, elle est passée de 1000 milliards, on était presque à 2000 milliards mercredi matin. Ça veut dire que au lieu d'injecter de l'argent tous les jours, la Fed tous les soirs en reprend 2000. C'est-à-dire qu'en fait, elle emprunte 2000 milliards au marché. Mais est-ce qu'on se figure ce que c'est que 2000 milliards et ce que cet assèchement de liquidité signifie? Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens qui travaillent sur les actions. A priori, je le vois comme d'habitude, c'est un coup de poker, c'est une surenchère ou plutôt un contre-pied. Il y avait trop de gens qui étaient positionnés à la baisse sur le Nasdaq, sur le S&P, donc on est allé leur casser les genoux. Mais ça ne change rien à la situation sur l'obligataire. Et c'est ça qui fera véritablement la tendance au cours des prochains mois. L'obligataire, ça conditionne le crédit immobilier. Je ne vois pas hier en quoi l'élément de langage de la Fed va empêcher la bulle immobilière d'exploser et derrière de provoquer que ça provoque à chaque fois d'ailleurs, quand les taux montent et que l'immobilier chute, les marchés s'engagent dans un processus de correction moyen terme. De correction importante. Philippe, vous nous parlez des taux souverains, vous nous parlez des taux longs qui se tendent et qui vont impacter évidemment les capacités d'emprunt des ménages mais des entreprises également.
On assiste depuis le début de la semaine, depuis quelques jours, à des publications macroéconomiques aux États-Unis, en Europe, en France, que ce soit les PMI, les chiffres sur l'emploi, l'inflation, vous avez parlé des taux de marché, la normalisation monétaire dont vous venez de parler, la baisse de la consommation. Philippe, est-ce qu'il y a encore des raisons d'être optimiste en fait aujourd'hui pourquoi est-ce que les marchés tiennent encore en fait? Ah bah là, le rebond de mercredi, c'est quelque chose qui est fait à la main. Je pense qu'il y a eu d'un seul coup une contre-attaque des acheteurs. Tous ceux qui étaient en levier à la baisse, ils ont vu leur stop sauter et ils ont été contraints d'acheter. Mais voilà, on est dans un marché où ceux qui achètent le font parce qu'ils y sont contraints pour des raisons techniques et il n'y a aucune conviction et aucun espoir d'être dans le sens de l'histoire en étant acheteur. C'est juste qu'on est obligé de le faire parce qu'on est contraint par les allocations de portefeuille. Les termes du mandat qui fait que vous ne pouvez pas être liquide au-delà d'un certain niveau. Quand vous êtes vendeur, parce que vous avez pris 2-3 petites positions, par exemple sur les semi-conducteurs, il y a eu des gros stops, vous êtes un peu positionné à la baisse, vous êtes obligé de vous racheter. Mais on ne parle en aucun cas d'une forme d'optimisme. On est toujours dans un marché où les décisions sont prises sous des contraintes techniques qui vont à l'encontre de l'intérêt ou qui vont à l'encontre de la logique économique, de la logique macroéconomique. C'est ça. Donc à force d'être toujours à l'envers de la logique, je ne sais pas, le jour où on va, comme on dit, remettre la chaîne au bon endroit, je ne sais pas ce qui se passera, mais enfin voilà, hier soir, on vient de gagner peut-être 48 heures, peut-être que jusqu'à la publication des chiffres de l'emploi, peut-être qu'on va se payer, voilà, on a gagné 48 heures de plus à ne pas entamer cette correction qui va, je le répète, s'engager pour probablement 3 ou 4 trimestres. D'ailleurs, ce matin, je regardais la réaction des marchés asiatiques. Il ne s'est rien passé. Hong Kong, Shanghai, on est à 0,2, 0,5. On va dire que vraiment, c'est resté un phénomène purement américain et même, c'est resté cantonné uniquement aux actions. Les bourses asiatiques qui, alors on peut peut-être essayer d'expliquer ce non-mouvement par la hausse du dollar et finalement la baisse de l'euro. Surtout finalement, le continent asiatique devient plus compétitif qu'il ne l'était auparavant. C'est peut-être ce qui soutient justement les bourses asiatiques aujourd'hui. On pense notamment à la bourse japonaise, à la bourse chinoise. Ah bah ça, l'industrie japonaise devient plus attractive avec un euro faible. Bah, si vous voulez, le Japon, le yen, il est à moins 14% depuis le 1er janvier. Donc là, ils ont effectivement gagné pas mal en compétitivité. Moins 14, c'est également la trajectoire de l'euro, mais par contre depuis un an. Depuis mai 2021, on est à moins 14 sur 12 mois. Alors oui, on va regagner de la compétitivité, enfin surtout les Japonais. Eux, par contre, bah, évidemment, les matières premières importées, l'énergie va leur coûter 14% de plus. Mais le Japon, structurellement, depuis 50 ans, c'est un pays qui a toujours vécu en important tout et qui a toujours misé, effectivement, sur sa compétitivité. On n'a pas du tout la même en Europe. Et en Europe, on s'est complètement désindustrialisé, en tant cas la France. Moins l'Allemagne, mais en tout cas, on s'est vraiment désindustrialisé. Donc, le fait d'avoir une devise faible, finalement, est-ce que c'est vraiment un véritable atout quand on importe et qu'on n'est pas une grande puissance exportatrice? Je rappelle que l'Europe vient de basculer dans le déficit globalement. Vous additionnez tous les pays, maintenant l'Europe est en déficit. Elle ne l'était pas grâce à l'Allemagne, l'Italie, la Hollande jusqu'au mois de février. Déficit commercial. Déficit commercial. Donc, cette compétitivité de l'euro, je pense qu'elle est largement obérée par le surcoût des matières premières importées, de l'énergie, etc. Et nous, on a non seulement un problème de capacité d'importer sans importer de l'inflation, et on a un problème de disponibilité.
Les Américains, ils ont juste un problème, eux, d'inflation, comme tout le monde, mais ils n'ont aucun problème de disponibilité de l'énergie. Ils en ont sur leur sol, ils sont autosuffisants, ils sont déjà redevenus premier producteur mondial de pétrole, troisième producteur mondial de gaz. Ils n'ont pas de problème. Donc nous, en Europe, une devise faible, je crains que ça soit un handicap à de nombreux égards. Ouais, c'est fort probable. Il nous reste peu de temps. Hier, le patron de Système U expliquait qu'il anticipait une inflation en France à 10%. Avec ce que vous nous expliquez, potentiellement, ça a du sens ou pas ? Ça a d'autant plus de sens que si on prend les shadow stats, l'inflation à 10%, on est déjà dedans. De toute façon, l'inflation, la jauge de l'inflation, elle est fausse, et c'est une des grandes escroqueries du XXIe siècle, et même de la dernière décennie du XXe siècle. C'est qu'on a fini par exclure du calcul de l'inflation, finalement, tout ce qui faisait que le pouvoir d'achat est mangé par la hausse des prix de l'énergie, du tabac, de la des produits agroalimentaires. Surtout du logement. Et du logement. Surtout du logement, 30 à 35% du budget moyen d'un ménage, 7% de pondération dans l'indice d'inflation. Donc ça fait très très longtemps que l'inflation, elle n'est pas de 1, 2 par an, mais de 4, 5. La baisse du pouvoir d'achat, elle est constante, mais alors là, d'un seul coup, tout s'accélère effectivement. Alors oui, les plus fortes poussées, on les a sur des denrées comme les pâtes, l'huile, etc. Bon, cela dit, si le paquet de pâtes passe de 0,95 à 1,03, c'est pas vraiment ça qui va impacter le budget des ménages. Non, c'est les carburants, oui, parce que vous êtes obligé de mettre de l'essence dans la voiture pour pouvoir aller travailler si vous n'êtes pas près d'une station de métro en région parisienne. Si vous êtes en province, vous n'avez pas trop le choix de prendre la voiture. Donc ce poste-là est énorme. Il y a des tas de choses qui également grèvent le pouvoir d'achat. Les déremboursements de frais de santé, chaque année, ça grignote aussi le pouvoir d'achat. Donc oui, les 10%, c'est possible, mais le problème, c'est pas tellement l'inflation, mais c'est qui ça impacte. Forcément, les ménages au pouvoir d'achat le moins élevé. Voilà. Donc ceux-là, comme on vient de leur augmenter le SMIC de 72 € pour les 6 prochains mois, c'est-à-dire même pas 2%, il va falloir qu'ils sacrifient. Il va falloir qu'ils sacrifient. Qui se sacrifient ou qui sacrifient un nouveau mode de consommation en fait. Il va falloir qu'ils sacrifient leurs dépenses, mais il y en a qui sont tellement à l'os que là, on commence à avoir des difficultés à payer les loyers. Mais donc ça veut dire que finalement, on anticipe une croissance. La croissance française est à 0%. Elle est ressortie au T1 à 0%. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque de récession en France finalement par la force des choses? On a un acquis de croissance de 2,4%. C'est ça. Alors donc techniquement, on a un acquis de croissance, donc on va pouvoir continuer de nous dire qu'on est en croissance. Mais la réalité de tous les jours, c'est que les gens vont être obligés de moins consommer. Les impayés de loyer, le chiffre est déjà impressionnant. On est déjà à presque 3%. D'impayés. L'année dernière, c'était 1,5%. Et la moyenne, depuis l'an 2000, c'était 0,8 ou 0,9%. Donc déjà l'année dernière, malgré le quoi qu'il en coûte, on est passé déjà à 1,5. Là maintenant on est à 3. C'est énorme. C'est énorme, je ne sais pas si on réalise. Donc ça veut dire qu'on est peut-être à l'aube non plus des gilets jaunes du plein à la pompe, mais des gilets jaunes du logement. C'est vraiment la situation est difficile, critique. Je pense que le terme critique s'applique en effet. Il y a des sacrifices à faire maintenant à peu près à tous les niveaux pour les gens qui gagnent moins de 1500 ou moins de 1800 € par mois. Et pour ceux qui sont un petit peu au-dessus, qui sont à 2000, 2500, je sais qu'en France, le salaire médian se situe autour de 2000. Donc ça veut dire que ça concerne déjà 20 millions de Français.
Ceux-là, ils voient arriver le risque de récession. Ceux qui travaillent dans l'industrie subissent déjà le chômage technique du fait que l'entreprise ne peut plus produire parce qu'il manque des pièces arrivant de Chine. Donc on a déjà ça, les gens, quand ils sont au chômage technique, ils ne sont pas payés à 100%. Bien sûr, après il y a d'autres variables. Le chômage baisse quand même en France. Il a baissé ces 5 dernières années. Il a baissé en tendance, oui. Mais les chômeurs de catégorie A sont moins nombreux. Oui, mais ça parce qu'on fait un nettoyage. Non mais ça c'est comme l'inflation. Oui, mais il y a quand même une arnaque. C'est une arnaque cette histoire de la baisse des chômeurs de catégorie A. C'est une arnaque. On met les gens dans des stages parking. Ils ont travaillé 3 heures, on les sort de la catégorie A, etc. Mais globalement, le nombre de chômeurs est relativement stable. En légère diminution parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a quelques pénuries ou qu'on a du mal à recruter dans certaines branches. Mais il n'y a pas de véritable... aujourd'hui, on est loin du plein emploi et on est loin justement de ce qu'on connaît aux États-Unis, c'est-à-dire de l'enclenchement d'une spirale prix-salaire. Aujourd'hui, les gens ne vont plus avoir les moyens de négocier des hausses de salaire. Oui, mais d'un côté, une spirale prix-salaire ferait augmenter l'inflation, ça nourrirait l'inflation finalement. Donc du coup, par la force des choses, c'est peut-être bien aussi. Alors, la spirale prix-salaire, la dernière qu'on a connue, ça remonte aux années 75-80 et ça permettait ça permettait aux consommateurs de garder leur pouvoir d'achat. Là, cette année, il n'y a pas de spirale prix-salaire, donc il y a de la perte de pouvoir d'achat, il y a des sacrifices à faire et pour ceux qui sont juste au-dessus, on va dire, de la limite de l'inconfort à la fin du mois, il y a une tentation d'épargner parce qu'on a bien conscience que si le chômage technique se généralise dans l'industrie, parce qu'on manque de gaz, parce qu'on manque de pétrole, etc., et qu'on manque de pièces, comment on va tenir si on touche plus que 70 ou 80% de son salaire par mois? Je vous assure que cette question du chômage technique est complètement occultée, ça va peser lourd. Et le fait qu'effectivement on ait moins de chômage peut-être qu'il y a 1 an ou 2 ans, ça va rien changer du tout. Surtout si les embauches, c'est des livreurs de... Oui, l'ubérisation de la société fait des emplois précaires de toute façon, ces emplois précaires, et c'est pour ça qu'on a du mal à recruter, parce que c'est des emplois précaires avec des horaires mal commodes et c'est mal payé. Donc c'est pas ça qui soutient l'économie. C'est pas des gens qui vont toucher entre 800 et 1200 euros par mois qui vont soutenir l'économie. Voilà, ça leur permettra peut-être effectivement de payer leur loyer et de ne pas être obligé de reporter. Mais je pense qu'on va vraiment vers des temps difficiles. Vers des temps difficiles. Merci beaucoup pour votre optimisme, Monsieur Béchade. Mais effectivement, c'est vrai que l'ensemble des données macroéconomiques qui sont à nos dispositions plaident plutôt pour des temps difficiles plutôt que des temps joyeux à moyen terme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste et rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien. On marque une rapide pause et on se retrouve pour la suite et la fin de votre édition du live de TV North. À tout de suite.